Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking sur Euronext. Alors aujourd'hui je voudrais vous partager les 6 catégories de sociétés qui ont été identifiées par le célèbre gérant américain qui s'appelle Peter Lynch, de manière à ce que lorsque vous avez construit votre portefeuille vous-même en faisant votre stock picking, vous ayez une vision des différentes catégories de sociétés que vous avez en portefeuille. Donc on va lister une à une chaque catégorie et pour chaque catégorie je vais vous proposer les avantages et les inconvénients de posséder ce type de société. Voilà, je vous partage tout ça derrière le PC, je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté. Les 6 catégories de sociétés selon l'auteur Peter Lynch du livre « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse », qui est la version française aux éditions Valor, qui est un livre que je recommande. Donc dans cette vidéo, on va regarder les 6 catégories telles qu'elles ont été décrites, on regardera les risques à chaque catégorie ainsi que les avantages et on fera une conclusion. Alors quelles sont donc ces 6 catégories ? Donc la première catégorie, la deuxième et la troisième catégorie sont discriminées selon leur taux de croissance. Donc la première catégorie a une croissance lente, Peter Lynch appelle ça les sociétés limaces. La deuxième catégorie a une croissance plutôt moyenne, donc Peter Lynch évoque alors des piliers. La troisième catégorie a une croissance rapide et Peter Lynch évoque alors des super valeurs. Donc, la quatrième catégorie est liée à ce qui s'appelle un jeu d'actifs, c'est-à-dire que là on va acheter des sociétés qui ont des actifs qui sont cachés. La cinquième catégorie, c'est ce qui s'appelle les valeurs cycliques. Et la sixième catégorie, c'est ce qui s'appelle les sociétés qui sont en redressement. Alors la croissance, donc on a vu que les 3 premières catégories sont discriminées selon la croissance, mais encore faut-il savoir la mesurer cette croissance. Donc comment la mesurer ? Donc l'idée qu'il y a derrière la croissance, c'est que globalement ça doit se traduire par une augmentation de l'activité, que ce soit une augmentation des ventes, une augmentation du chiffre d'affaires, de la production, des bénéfices, etc. Donc un métrique assez facile pour mesurer la croissance, c'est effectivement de regarder le chiffre d'affaires. Mais alors à ce moment-là, il faut faire quand même attention sur la croissance du chiffre d'affaires, tout simplement parce que le chiffre d'affaires, il peut augmenter à travers 3 facteurs. Donc les 3 raisons qui expliquent qu'un CA augmente, c'est première raison, il y a des ventes en plus. Donc là, c'est une augmentation des volumes qui sont vendus, donc il y a effectivement une augmentation de la production, des bénéfices, etc. Donc là, ça correspond pleinement à une société qui serait en croissance. La deuxième raison, c'est qu'il y a une augmentation des prix. Donc notamment là, en 2022, au moment où je tourne cette vidéo, on a une inflation qui déferle sur le monde. Donc il y a des sociétés qui, pour préserver leurs marges, vont passer des hausses de prix à leurs clients. Donc vous allez avoir du chiffre d'affaires qui va mécaniquement monter sans pour autant avoir une hausse en fait des volumes vendus. Donc vous pouvez même très bien avoir une augmentation du chiffre d'affaires par un effet des prix alors que les volumes sont constants ou même que les volumes tendent à diminuer. La troisième raison qui fait qu'il va y avoir un chiffre d'affaires qui augmente, c'est qu'il peut y avoir des acquisitions avec donc des sociétés qui sont donc intégrées, qui vont donc venir grossir la top line qui est le chiffre d'affaires dans le compte de résultat. Donc là, c'est plutôt de la croissance externe. Donc souvent, on a un mélange des 2, voire des 3 par rapport à l'augmentation du chiffre d'affaires. Toujours est-il que là, en 2022, avec une forte inflation, vous allez avoir une augmentation des prix qui va faire grossir le chiffre d'affaires de beaucoup de sociétés. Il faudra être vigilant sur d'où vient cette croissance de chiffre d'affaires. Alors, premier type de société, donc c'est les sociétés qui sont en croissance lente, donc quelques pourcents par an, donc 2-4% par an à peu près. Donc le portrait robot de la société type, c'est plutôt une société qui est d'âge mûr, c'est parfois une ex-société de croissance forte et à ce moment-là, le marché c'est plutôt normalisé, devenu plutôt mature. Et là, vous êtes à ce moment-là plutôt sur une société qui est plutôt vache à lait, c'est-à-dire qu'elle va plutôt servir des dividendes parce que les parts de marché sont établies, ça bouge pas trop et il n'y a pas trop d'idées d'investissement particulier pour aller capter de la croissance ailleurs. Donc le risque là qu'indique Peter Lynch, c'est avoir beaucoup de sociétés de ce type en portefeuille, c'est qu'on risque d'avancer plutôt comme un escargot. Donc Peter Lynch évite plutôt ce type de société.
Troisième type de société, c'est donc les piliers qui ont une croissance moyenne qui est plutôt autour de 10% par an. Donc le portrait robot d'une société type pilier, c'est une société qui est déjà mastodonte, c'est-à-dire qu'elle est plutôt multimilliardaire en termes de bilan. Donc l'avantage, c'est que c'est des sociétés qui résistent plutôt bien aux crises et aux récessions, mais l'inconvénient, le risque, c'est qu'effectivement le cours ne fera pas des plus de 100%, donc des fois 3, des fois 5 et plus en quelques années. Bon, pour autant, Peter Lynch indique posséder ce type de société en portefeuille pour leur résilience face aux crises. La troisième typologie de société, c'est les sociétés qui sont en croissance rapide. Donc là, on est plutôt sur des croissances à 20% par an. Donc c'est le royaume vraiment des cours de bourse qui vont faire des fois 10, fois 20 et plus en quelques années. Donc les sociétés types sont des sociétés qui sont encore petites. Et là, tous les secteurs sont potentiellement concernés puisqu'il n'y a pas besoin que le secteur soit lui-même en forte croissance pour y trouver ce type de pépites. Il suffit que tout simplement la société arrive à capter des parts de marché aux concurrents pour être elle-même en forte croissance. Donc les risques là, ici, sur les croissances fortes, il y en a vraiment beaucoup. Premier risque, il est lié au financement de la société puisque qui dit croissance forte dit investissement conséquent, que ce soit en marketing, que ce soit éventuellement en outils de production, que ce soit en force de vente, etc. Donc derrière, il va falloir financer tout ça. Donc peut-être qu'il va falloir monter de la dette, peut-être que la dette est déjà assez élevée, peut-être que pour pouvoir encore lever de la trésorerie, il va falloir faire une augmentation de capital, etc., etc. Donc là, le financement de la croissance peut être un risque et un problème. Il peut y avoir aussi le zèle, notamment des dirigeants, face au succès d'une croissance qui est hors norme quand on touche du 25-30% par an, qui peut donc amener à faire des bêtises. Autre risque aussi, c'est si le marché est lui-même en forte croissance, à ce moment-là, vous avez une société en forte croissance dans un marché qui est en forte croissance, à ce moment-là, les parts de marché bougent très vite parce que il y a énormément de concurrents qui peuvent arriver pour pouvoir essayer de profiter de cet Eldorado. Donc à ce moment-là, les projections futures de la société sont très difficiles à faire. Donc la croissance forte finira bien un jour et se pose la question de comment l'anticiper. Donc Lynch affectionne particulièrement ce type de société et idéalement il les cherche dans un secteur sans forte croissance parce que ça évite l'arrivée de beaucoup de concurrents et des parts de marché qui bougent très vite. Quand je rappelle le cycle de vie des produits, quand vous avez un produit qui est vendu et qui est donc en forte croissance, on sait que ça ne dure jamais éternellement. Alors la durée ici de la croissance, elle peut se mesurer en années, voire en dizaines d'années, mais pour autant, au bout d'un moment, le produit va être à maturité, puis va finir par être en déclin. Donc quand vous êtes sur des sociétés en forte croissance, il va bien falloir essayer de déterminer quand est-ce que la société va passer à maturité. Le quatrième type de société, c'est les sociétés qui ont des actifs qui sont plutôt cachés. Donc la société, elle est assise sur un tas d'actifs et la bourse ne les valorise pas. Donc là, l'idée, c'est d'acheter les actifs cachés en bourse, donc pour beaucoup moins cher que leur propre valeur. Donc ça peut être typiquement de l'immobilier, des terrains, des friches industrielles, des brevets, des marques, etc. Donc là, il y a une notion de décote qui peut être forte. Alors le risque, bien évidemment, c'est bien connu, c'est de devoir attendre très longtemps avant que les actifs sortent de leur cachette, qu'il y ait un catalyseur qui va révéler la valorisation des actifs qui sont au bilan de la société. Cinquième type de société, ce sont les sociétés dites cycliques. Alors là, la catégorie, c'est une catégorie qui est particulièrement peu comprise par les débutants en bourse. Elle est donc très risquée quand on ne comprend pas bien son fonctionnement. Alors quelle est donc la caractéristique des sociétés cycliques ? Donc c'est que tout simplement dans le cycle économique normal de ce type de société, vous allez avoir des ventes avec des bénéfices qui vont augmenter et qui vont baisser régulièrement selon les cycles plus ou moins prévisibles. Ça c'est normal, c'est attendu et c'est comme ça que ça fonctionne ce type de société. Donc par exemple vous avez le secteur automobile, le secteur aérien, la défense, la chimie qui est concerné par ça puisque tout simplement lorsqu'il y a des périodes d'expansion économique, à ce moment-là, les gens achètent des automobiles. À ce moment-là, les gens se déplacent en avion.
Pour tout ce qui est défense, par exemple, ça dépend des budgets des États, donc effectivement, c'est assez cyclique. Et là, on note un détail important que Peter Lynch souligne, c'est que ça concerne aussi les mastodontes. Donc quand vous avez des sociétés, par exemple, du secteur automobile qui sont très connues et qu'on considère que sont des mastodontes multimilliardaires, comme des équipementiers automobiles ou des constructeurs automobiles, attention, c'est pas du tout des piliers, ce sont plutôt des sociétés qui font partie des cycliques. Alors en période de crise, le cours des cycliques, il dégringole en bourse, pouvant aller jusqu'à des valorisations extrêmement faibles en 2 temps relativement courts. En 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous pouvez avoir des cours de bourse qui dégringolent de 50, 60, 70% quand c'est des crises majeures. Et donc en sortie de crise, vous pouvez avoir à l'inverse les cours boursiers des cycliques qui peuvent exploser à la hausse très rapidement. Donc là, vous avez des viviers de sociétés qui peuvent faire x5 et plus en quelques années. Alors les risques, il y en a plusieurs types. Il y en a un, il est lié à la société. Donc une cyclique qui est mal gérée lorsque les difficultés financières arrivent, lorsque la récession arrive, lorsqu'une inversion de cycle arrive, ça peut vraiment rincer les actionnaires. Parce que s'il y a vraiment trop de dettes, on peut aller jusqu'à des augmentations de capital. Et si ça ne suffit pas non plus, ça peut aller jusqu'à la faillite. Donc les cycliques mal gérés en bas de cycle, quand arrivent les difficultés, attention, ça peut vraiment amener à des moins-values plutôt fortes dans les portefeuilles. Un autre risque aussi, c'est de pas bien timer le marché, c'est-à-dire les acheter au mauvais moment. Donc là, l'idée, c'est il faut vraiment les acheter au bon moment pour éviter d'être collé longtemps en bas de cycle ou d'avoir acheté trop haut lorsque le cycle n'était pas encore tout à fait en bas et que le cycle s'éternise. Donc là, vous vous retrouvez avec de la dead money pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Pendant ce temps-là, vous avez de l'argent qui est immobilisé sur un actif qui va faire trop rien. Voire qui peut éventuellement faire partie des sociétés qui vont faire des augmentations de capital ou des faillites. Et idem aussi pour la vente, il faut aussi bien timer le marché pour profiter pleinement du retour à la normalité de la valorisation boursière des cycliques. Et pour vous donner une idée de la difficulté de trouver une fin de cycle qui est vraiment avérée quand on a vraiment touché le fond, je vous passe un extrait de l'intervention d'un gérant sur un plateau télé. Donc le gérant, il s'appelle Louis Defels, il est gérant de la société qui s'appelle Gay-Lussac Gestion et il explique comment on détermine les fins de cycle par rapport à des ratios de type PER sur les sociétés dites cycliques. Les valeurs cycliques notamment ont été massacrées. Donc la question qu'on se pose, j'imagine en fin d'année, c'est est-ce qu'il faut racheter ces valeurs-là aujourd'hui, Louis ? Alors, les valeurs cycliques, bon, c'est pas encore si on est en fin de cycle ou pas de cycle. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de valeurs qui ont perdu 40, 50, 60%. J'entends beaucoup de gens dire souvent elles sont pas chères, mais néanmoins, on a toujours appris que les valeurs cycliques, fallait les acheter quand elles avaient des PE élevés. Faut expliquer ça. Pourquoi ? Oui, donc un prix élevé. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, on a peut-être des valeurs qui ont fortement progressé en termes de résultats d'entreprise ces dernières années. Donc elles ont des marges bénéficiaires peut-être au plus haut, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. Mais si le cycle se retourne, vous avez peut-être une marge qui peut beaucoup plus baisser. Et donc, au lieu de se payer peut-être 6-7 fois actuellement, vous payez peut-être 15-20 fois, peut-être plus. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il faut acheter vraiment les valeurs cycliques. Donc, pour l'instant, nous, chez Raymond James, on se retient d'acheter les valeurs cycliques. De toute façon, elles ne sont pas notre process. Mais pour ceux vraiment qui aimeraient chercher des valeurs qui sont fait massacrer, il faut vraiment les prendre valeur par valeur, essayer de les trouver fondamentalement avec une marge plus bas de cycle, quelle serait la valorisation, et à ce moment-là, si on est vraiment au plancher, on peut y aller. Alors dernière catégorie, c'est les sociétés qui sont en redressement. Donc ce sont des sociétés types qui sont en difficulté, donc ça peut être parfois les fameuses cycliques qui ont été mal gérées, ou ça peut être aussi des déclins qui sont en cours, ou tout simplement une société qui a une erreur stratégique alors qu'elle faisait partie, par exemple, potentiellement des sociétés en forte croissance. Donc c'est pour ça qu'une des caractéristiques des sociétés en redressement, c'est que la valorisation, elle est évidemment faible parce que le marché a bien compris que la société peut partir en faillite. Donc le devenir boursier, il est très peu lié au marché en général. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qu'il faut étudier au cas par cas. Donc là, c'est un vivier aussi de multibaggeurs, mais c'est aussi un vivier de sociétés qui peuvent effectivement déposer le bilan. Donc les risques, c'est que le redressement, il peut être tardif et pendant ce temps-là, le cours, il végète, ou que les difficultés financières continuent et qu'il y ait une augmentation de capital qui plombe le cours, ou alors qu'il y ait une faillite. Alors en synthèse,
Donc par rapport à ces 6 catégories, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste un bon modèle pour comprendre le fonctionnement de la bourse sur telle ou telle société, mais typiquement, vous pouvez quand même avoir des sociétés qui ne rentrent pas strictement dans la case numéro 1, la case numéro 2 ou la case numéro 3. Parce que vous pouvez avoir des sociétés qui vivent et qui peuvent passer d'une catégorie à une autre ou qui peuvent cumuler les catégories. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une société qui est en croissance moyenne puis qui a aussi des actifs cachés. Vous pouvez très bien avoir une société qui est en croissance rapide puis qui après passe en croissance lente. Vous pouvez aussi très bien avoir une société qui est en croissance rapide puis qui passe après en redressement. Mais pour autant, le fait d'avoir en vision les 6 catégories de sociétés, ça vous permet d'avoir les risques et les inconvénients associés à chaque catégorie. Et je vous ai synthétisé tout ça à travers un tableau, donc on va revoir ça ligne à ligne. Bon, pour les faibles croissances dites limaces, les avantages, il y en a pas trop. L'inconvénient, c'est qu'il y a un faible potentiel boursier, donc Lynch, lui, les évitait. Ce qui est pilier, donc les mastodontes en croissance plutôt moyenne, l'avantage c'est que ça résiste plutôt bien aux crises. L'inconvénient c'est que les plus-values potentielles sont modérées, même si elles peuvent exister de par l'exagération parfois forte des marchés. Donc Lynch, ils l'ont possédé un petit peu pour pouvoir passer les crises. Il y a les super valeurs, donc les valeurs de forte croissance. Donc là, il y a des fortes plus-values potentielles qui sont évidentes. Par contre, vous avez des risques qui sont plutôt forts sur le financement de cette croissance, le zèle éventuel des dirigeants et puis la croissance qui finira un jour. Et là, idéalement, Lynch, il aimait avoir des sociétés en forte croissance, mais dans des secteurs qui sont plutôt sans forte croissance, voire sans croissance du tout. Donc là, ça veut dire quand vous avez ce cas-là, vous avez une société qui est en train de prendre des parts de marché à des concurrents. Et pourquoi cette situation est intéressante? Parce que quand vous avez des secteurs qui sont plutôt sans forte croissance, ça évite d'avoir de nouveaux entrants qui veulent à tout prix aller sur ce marché pour récupérer de la valeur. Et là, vous avez donc en fin de compte une croissance d'une société dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de nouveaux entrants. Donc les parts de marché bougent très peu, donc vous avez une possibilité d'avoir des projections futures qui sont beaucoup plus faciles. Après, vous avez la 4e catégorie qui concerne les jeux d'actifs. Donc là, évidemment, vous allez acheter moins cher que la somme de tous les actifs cachés. Donc vous avez une décote sur vos achats boursiers, donc ça c'est effectivement un avantage. L'inconvénient c'est que le temps il peut être potentiellement long pour faire reconnaître au marché la vraie valeur de tous ces actifs. La 5e catégorie c'est les cycliques, donc là vous avez des fortes plus-values potentielles mais aussi je dirais des fortes moins-values potentielles, donc ça on retrouve ça dans les inconvénients puisque le timing du cycle reste difficile et puis vous avez une cyclique mal gérée, peut vraiment rincer ses actionnaires. La dernière catégorie, c'est les redressements. Donc, comme son nom l'indique, c'est que là, on va faire de la recovery, c'est-à-dire que on va essayer de sortir du statut boursier de la société. Elle est vraiment mal en point à une société qui sera en meilleur état financier. Donc, vous allez avoir une forte plus-value potentielle. Bon, après, l'inconvénient, c'est que le redressement, il peut ne pas marcher et peut prendre éventuellement du temps. Donc là, il y a aussi un risque de rincer les actionnaires. Bon voilà, donc j'ai fini avec ce court extrait de ce livre donc de Peter Lynch, si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment juste un condensé d'une partie du livre qui tient en une dizaine de pages, alors que le livre il fait plusieurs centaines de pages. Donc moi, je vous le recommande vraiment vivement ce livre. Alors j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter à cette adresse ici puisque j'interviens régulièrement, quasiment tous les jours. Et je suis aussi le rédacteur d'une newsletter mensuelle qui est gratuite, qui est dédiée à la bourse, qui est dédiée au stock picking. Donc pour l'obtenir, c'est tout simple, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous recevez automatiquement et gratuitement mes publications qui sont des trucs et astuces, voire des conférences gratuites ou payantes que je peux faire à mes abonnés. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!